bonjour. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette émission Convergence et Révolution culturelle. Sinon, le retour aux sources africaines, le chemin de la renaissance africaine et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'on ne le dira jamais assez, ils sont nombreux qui parlent de nous, mais contre nous, du coup, nous errons dans les ténèbres de l'ignorance pour les intérêts masqués des uns et des autres. Aujourd'hui, la République, 1958-2024, 66 ans de la proclamation de la République. Mesdames et messieurs, vous êtes témoins du dernier discours du chef de l'État à propos. Mais nous autres, sinon les jeunes actuels, se demandent c'est déjà quoi la République? À quoi ça sert? Et pour ne pas être vulgaire, est-ce que ça se mange, la République? Et du coup, nous avons sur ce plateau quelqu'un que nous avons invité ici et que nous avons même sommé d'arriver. Et donc, il est placé sur le banc des accusés. D'autant plus qu'il s'est permis, il a osé, entre guillemets, d'écrire qu'est-ce que la République? Une tribune, évidemment. Qu'est-ce que la République? Qu'est-elle devenue en 66 ans? Il s'appelle Dieudonné Antoine Gonga. Alors, Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Ça nous fait du bien de vous arracher à vos occupations pour que vous veniez vous expliquer par rapport à cet article que vous avez écrit, que nous avons trouvé et qui a fait que nous demandions des explications claires, nettes et précises. Est-ce que vous êtes ravi de venir répondre à nos questions, oui ou non? Bon, je suis à votre disposition. Vous avez aussi écrit, Dieudonné Antoine Gonga, Mon cri du cœur pour la jeunesse congolaise. C'était déjà quoi? Oui, Mon cri du cœur pour la jeunesse, je l'avais écrit il y a 2 ans, je pense. C'était un peu pour soulever les problèmes qui se posent à notre jeunesse, notre jeunesse qui est abandonnée à elle-même. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Notre jeunesse a plusieurs classes. Il y a les favorisés. Par exemple, mon fils, votre fils et le fils des dirigeants de notre pays ont des privilèges. Il y a la jeunesse abandonnée à elle-même, comme celle qu'on trouve... En tout cas, vous avez catégorisé alors la jeunesse. Je les ai catégorisés. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez dans les rues des enfants de la rue, des jeunes qui traînent, qui commencent à mendier. Parce que pour vous, même les enfants de la rue font partie de la jeunesse congolaise. C'est la jeunesse congolaise. Et on devrait faire attention à eux aussi. On doit faire attention à eux parce que, vous savez, dans des pays comme les États-Unis, notre génération, du moins les grands, sont une génération qui doit s'occuper des générations futures. Ils sont toujours des pionniers. Mais nous, on a l'impression que nous ne sommes pas des pionniers. Bon, nous disons, après nous, c'est le déluge. Ah. C'est la politique vraiment de la terre brûlée. Mais quand vous voyez dans les rues ces jeunes qui s'enivrent du matin au soir, qui s'agglutinent autour des tables dans les Nganda, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle deviendra cette jeunesse? Après nous, qu'est-ce qu'elle devient? Évidemment, nous, on a réussi, on est là, on n'a plus rien à attendre de la vie. Mais cette jeunesse... Ah. Donc, vous vous posez aussi ces questions-là. Dieudonné Antoine Gonga, vous savez, quelqu'un avait dit, et nous avions répété ça, mesdames et messieurs, à l'école primaire, par exemple, Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, c'était, on vous rappelle ça, on vous informe pour ceux qui ne savaient pas, l'école Maluango à Pointe-Noire, juste non loin du cinéma, bon, le nom va nous revenir, il y avait un cinéma à côté, parce que quand on sortait de l'école, on passait devant ce cinéma-là. Voilà, donc l'école Maluango, et au CP1 dans les années 70, c'était M. Zobambila Albert. C'est lui qui a appris à lire et à écrire à Alexis Bongo. Voilà, donc nous vous disions que depuis l'école primaire, nous répétions dans cette récitation-là, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et nous ici, sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, dans cette émission, nous avons paraphrasé donc celui-là comme pour dire l'ignorance est un danger que la jeunesse doit éviter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la jeunesse doit éviter l'ignorance? Évidemment, sinon on en fait des abrutis. Ah. Il faut que la jeunesse se cultive. Est-ce que vous voyez, nous en notre temps, je vous dirais que je suis conservateur, mais je voudrais vous dire une chose, nous dans notre jeunesse, on avait des bibliothèques. Moi j'ai grandi à Bakongo, nous allions au cercle culturel où nous allions emprunter des livres. Oui, évidemment. Pour lire. À l'école, on avait des livres de lecture. Aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas. Je connais un enfant qui a son bac,
qui aurait fait même informatique, il n'arrive même pas d'écrire une phrase en français. Quand il dit « je mange », vous savez comment il écrit « mange » ? Pas du tout. M-E-N-G-E-S. Alors, mais il a le bac. Il a le bac. Moi, je me demande si c'est ça le bac vraiment. C'est grave. Moi, je n'ai pas de bac, mais je me permets d'écrire. Oui, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais si on le faisait, on dirait que c'est à cause de vous qu'on se retrouve avec des enfants comme ça, avec une jeunesse comme ça, trufflée de fautes d'orthographe. Non. Parce qu'à votre époque, toutes les conditions avaient été réunies pour que vous étudiiez bien et qu'il en résulte de vrais cerveaux. Mais aujourd'hui, vous ne faites pas attention à nous, sinon aux jeunes, et ils sont dans des conditions d'études misérables, déplorables. Monsieur Alexis, vous nous jetez la pierre, bon, j'accepte. Au nom de ma génération, je mais vous n'avez pas le choix. C'est votre génération justement qui a la cause. Au nom de ma génération, très humblement, je demande pardon. Ah, mieux. On aurait pu faire mieux. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une chose dont il faut tenir compte. C'est Massamba Deba qui le disait, le président Alphonse Massamba Deba. Quand la politique empêche l'administration de tourner, le pays stagne. Aujourd'hui, on a appliqué la politique politicienne. Ah. On a négligé l'essentiel. On a négligé l'essentiel. Nous, dans le temps, on allait à l'école matin et soir. Aujourd'hui, il y a des classes à mi-temps et tout, mais entre-temps, les jeunes sont désœuvrés. Je ne vois jamais... Livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Aucune organisation extrascolaire. Je ne vois jamais des jeunes lire ou s'asseoir autour d'une table discuter. Nous, on lisait même à l'époque des bandes dessinées. Des bandes dessinées. Il n'y en a même plus là, on en trouve. Comme les Hakim, les Black le Roc. Les Black le Roc, les Zembla, les Agor. Nous aussi, derrière vous, nous avions goûté un peu. Mais nos enfants, les enfants d'aujourd'hui, donc vos petits-enfants, en tout cas, ils ne voient même pas l'ombre d'une bande dessinée. Non. Maintenant, ce qu'ils font, c'est regarder les tablettes, tout ça. Aller s'asseoir autour de la table et puis aller dire, oh, vous avez vu Bongo, il est bien, oh, c'est pas la peine. Bref, c'est tout. Ils veulent être les petits de certaines gens. Moi, je suis le petit d'un tel, ils sont contents. Être les porteurs de mallettes de certaines gens. Oui, évidemment, vous avez fait de nous des Simba-sacs. Heureusement que vous le reconnaissez. Nous, la jeunesse actuelle, on a marre de tenir vos sacs. Mais écoute, nous, en notre temps, la jeunesse, on avait, par exemple, je prendrais la période coloniale, c'était la colonisation, j'étais cœur vaillant. Il y avait les scoutismes. Mais il y a au temps de la Géménère, la jeunesse qui était très encadrée. Vous savez, au temps de la Géménère, on peut tout reprocher à la Géménère. Au temps de la Géménère, un jeune qu'on voyait traîner dans la rue, on le prenait, on le mettait au cachot. Oui, nous avions entendu nos mais c'est vrai, dire. Il fallait aller à l'école. Il fallait aller à l'école. Je me souviens des gens, des jeunes qui partaient de Bakongo. Je me suis de parler toujours de Bakongo, puis c'est là où j'ai grandi. Non, mais bien sûr. Qui partaient de Bakongo pour aller à Mafuta à l'école, à pied. À pied. Ou bien qui allaient à Manchimou, à l'internat, pour suivre les études. Mais puis les classes n'étaient pas pleines, n'étaient pas bourrées comme maintenant. Des classes pléthoriques aujourd'hui où l'enseignant ne sait plus à quel sein se vouer ni sur quel pied danser. Le cahier de qui il va corriger, le cahier de qui il ne touchera pas. Il y a de quoi planifier. Bon, lundi, je corrige ces cahiers-ci, mardi, c'est cet rangé, mercredi, c'est là-bas. Mais M. Alexis, nous, par exemple, je me souviens quand j'étais au CM2, en 58-59, on avait le cahier de roulement. Ah oui. Je ne sais pas si le cahier de roulement existe encore. Non, on ne sait même plus ce que ça signifie aujourd'hui. Et la jeunesse actuelle, lorsque nous avions évoqué l'ignorance, a intérêt à sortir de l'ignorance si on vous disait encore, Dieudonné Antoine Ganga, que les jeunes d'aujourd'hui, quoique nés dans cette république dont vous parlez ici, moi y compris qui ne suis plus jeune, qui suis déjà intergénérationnel, nous ne savons rien du tout, sinon la jeunesse ne sait rien du tout de ce que signifie la République. Si on vous disait qu'il y a ignorance totale, opacité totale, que diriez-vous? Mais c'est de notre faute, je reviens à ce que vous disiez. Ah, on aime le fait que vous reconnaissez vos fautes là. Est-ce qu'on a continué les cours d'instruction civique? Non, depuis longtemps disparu. Est-ce qu'il y a un cours de cours de morale? Non. Vous savez, nous quand on arrive... Même les enseignants méprisent les cours de morale. Quand on arrive à l'école, en classe, au tableau noir, il était écrit « morale du jour ». Exact. Oui. On commençait par ça. Oui. Aujourd'hui, c'est terrible ce qui arrive, M. Alexis Bongo. Nous avons laissé faire la jeunesse et nous n'avons pas pris nos responsabilités.
Aujourd'hui, prenons les parents. Beaucoup de parents, au sortir du travail, s'arrêtent dans un ganda. Il a le temps de manger son bokaboueni ou son poisson grillé. Il passe chez les copains, il ingurgite des bières, il arrive chez lui, il est sous. Il n'a même pas surveillé le travail de son enfant. Non, absolument. Pendant ce temps, la maman est où? Dans les fraternités religieuses. Elle passe son temps. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais l'enfant est abandonné à lui-même. Jeûne et prière à non plus finir. Et comment? Et puis, en notre temps, il y avait ce qu'on appelait la loi Portela. Voilà, c'est ça. Nous apprêtions à poser cette question. Donc vous êtes connectés. On dit que vous aviez la loi Portela qui protégeait les enfants, qui vous protégeait à cette époque-là de façon sévère. À 18 h, aucun enfant ne traînait dans les rues. Ah. Et on avait à Bakongo un commissaire de police qu'on appelait Matingo. Il suffit qu'on dise « Attention, Matingo arrive !» Tout le monde fuit. La loi portait là, mais tu ne peux pas traîner, tu ne peux pas aller dans les bars. On ne voyait pas aucune tenue scolaire dans les bars. Mais comment? Mais les enfants n'entraient pas dans des hôtels. On n'avait pas de tenue scolaire à l'époque. Il n'y avait pas de tenue. Non, on n'avait pas de tenue scolaire. Donc c'était par rapport à l'âge. On n'avait pas de tenue scolaire. Moi, j'ai fait l'école catholique Saint-Joseph de Bakongo. On n'avait pas de tenue. Mais on n'allait pas dans les bars. Non, non, non. Même on ne nous envoyait pas acheter le jus ou la bière. On ne vous envoyait même pas là-bas. Mais que tu vas aller faire là-bas? Et les tenanciers ne pouvaient pas accepter que vous arriviez là. Ah non. Ah. Je vais vous citer un exemple avant de finir. Un jour, un père a osé envoyer son enfant acheter justement de la bière chez un commerçant qu'on appelait Tantandou à Bakongo. Il arrive, il avait un billet à l'époque de, je pense, de 1000 francs. Bonjour, Tantandou, bonjour. Papa m'a envoyé acheter la bière. Il regarde bien, billet de 1000 francs. Toi là, tu as sûrement volé cet argent-là. Il a pris l'enfant, il a été voir le père pour lui demander exactement si c'est lui qui avait envoyé l'enfant acheter de la bière. Le père a accepté, oui c'est lui, il a dit, ne le fais plus. Ne le fais plus. Tu donnes ce billet de 1000 francs. À l'époque, c'était beaucoup. C'était beaucoup d'argent. À cet enfant. Mais n'importe qui peut le lui ravir ou bien on peut dire qu'il l'a volé. Il ne faut jamais envoyer les enfants venir acheter la boisson. Viens acheter ta boisson toi-même. Laisse les enfants loin de ça. Très bien. Voilà. Et par les temps qui courent, ça n'existe plus. Les parents eux-mêmes traumatisés par le quotidien, par les charges qu'ils ont au quotidien, ont abandonné depuis longtemps, ont jeté l'éponge. Et donc aujourd'hui, la jeunesse s'en va comme ça là à volo et on craint énormément pour le futur. Alors que nous sommes en train de cogiter sur cette jeunesse aux abois, sinon à l'agonie, Dieudonné Antoine Gonga se permet d'écrire. Pendant que même le gouvernement se permet, ose fêter les 66 ans de la République, Dieudonné Antoine Gonga se permet d'écrire « Qu'est-ce que la République? Qu'est-elle devenue en 66 ans ?» Nous n'aimons pas ces choses-là. Quand nous sommes dans des problèmes terribles au quotidien, vous savez, les jeunes aujourd'hui, avec leur petite amie, leur femme, on peut dire entre guillemets, ils vivent encore chez leurs parents, ils souffrent énormément. Et à l'université, c'est la galère, il y a même des grèves sur grève. Quand nous n'arrivons même pas à trouver quelque chose à se mettre sous la dent, ne nous parlez pas de République parce que nous, ça nous énerve. Vous venez avec la République, alors on vous demande, c'est quoi la République? Que devons-nous y comprendre? Est-ce que ça se mange? Non, la République ne se mange pas. La République vient du mot latin res, la chose publica, la chose publique. Ah. La République appartient à tout le monde. La République est vectrice de paix, de développement, de tout ce que tu veux. Ah. Donc, la République est notre mère. Elle pourvoit, comme toute mère, aux besoins de ses enfants que nous sommes. La République doit assurer les soins de santé, doit assurer ta scolarisation et beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'école publique n'existe même plus. Il y a des écoles privées parfois à des qualités douteuses. L'école publique, dans le temps... Mais c'est une bande de commerçants qui implantent des écoles privées. Mais c'est malheureux. Ça pousse comme des champignons chaque année. Vous savez, monsieur Alexis, nous, quand tu es à l'école primaire, je vous surprendrai, on n'achetait même pas les cahiers. Ah, heureux vous. On n'avait pas les livres de lecture, on avait un livre pour deux dans la salle de classe. Le seul livre qu'on achetait, c'était au CM2, ça c'était au vouloir de notre instituteur, le frère Roger. Il nous demandait d'acheter Mamadou et Bineta sont devenus grands. Ah. Parce que c'était un grand livre, un bon livre.
qui m'a beaucoup aidé dans la vie, que je dis toujours. Mais aujourd'hui, l'enseignement, les études des enfants sont devenues une galère pour les parents. Pas plus hier qu'avant-hier, ou dans les réseaux sociaux, j'ai vu une note du département départemental de l'enseignement qui fixe les frais d'inscription aux différents examens. Mais, comme vous avez dit, les parents n'ont pas de salaire. Non. Les retraites ne passent pas. Non. Ils galèrent. Comment voulez-vous demander à un père de payer 5 000 francs, 4 000 francs pour les frais d'inscription aux examens? Vraiment. Mais nous, si c'était ça, on n'aurait jamais réussi dans la vie. Voilà. La première fois que je me suis permis, le premier jour où j'ai pu payer les frais scolaires, c'est quand j'étais au CSB. Au CSB. Le Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, qui est devenu plus tard Mariam Wabi. Frais d'inscription, c'est tout. Et puis, quand j'allais à l'université, quand j'étais à la Sorbonne en France, je payais les frais d'inscription, c'était pas trop cher, même à l'Institut de haute études internationales où j'étais, mais c'était tout. Mais les enfants à l'école primaire, j'avais des enfants à l'école primaire en France, je ne payais pas les inscriptions pour le CEP ou pour ceci ou cela. Ici, j'ai discuté avec des parents qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que là, le gouvernement doit y pourvoir. Mais oui, mais pourquoi le gouvernement fait payer ça? Mais justement, je me demande si parfois notre président est au courant de ce qui se passe. Certainement pas. Je pense pourquoi on devrait faire payer l'inscription d'un enfant à un examen d'État si ce n'est pas criminel? Ça ne sert pas parce que l'État doit y pourvoir. Et cet argent va où? Quand on établit un budget, il n'y a pas un budget de l'éducation nationale, mais dans cette rubrique, on doit prévoir ce qu'il faut pour les inscriptions des enfants. Très bien. Dieudonné Antoine Gonga, vous savez, les jeunes se posent aujourd'hui, durant 50-55 minutes, pour vous écouter avec attention, parce qu'ils savent que nous vous avions mis sur le banc des accusés pour répondre à leurs questions. J'ai la présomption d'innocence. Avec la présomption d'innocence. Sauf que déjà, vous-même, qui s'accuse, vous-même vous dites déjà, oui, je demande pardon pour notre génération. Donc vous reconnaissez bien qu'autrefois, les choses avaient été bien faites pour vous. Mais vous, par contre, vous faites très mal les choses pour la jeunesse. Alors donc, si on pouvait aller étape par étape, d'abord, c'est quoi la République, c'est-à-dire aujourd'hui 66 ans? Qu'était la République à ses débuts? À votre époque, c'était quoi la République? Avant qu'on ne voie ce qu'elle est devenue au deuxième point. Moi, Alexis... Initialement, c'était quoi la République? Que ça devait être? Le moi est haïssable, certes. Mais j'ai eu la chance d'assister à la naissance de la République. Vous aviez assisté à ça? J'étais au CM2. Vous étiez déjà... Vous compreniez un peu déjà certaines choses? Oui, j'étais au CM2. Je me souviens... Je me rappelle encore les mouvements gymnastiques, ou plutôt les mouvements, comment on appelle ça? Les jeunes avaient fait des mouvements gymniques au stade Eboué. Ils étaient encadrés par les Israéliens à l'époque. C'est la première fois qu'on voyait les mouvements gymniques ici. C'était une grande fête, la République. Cette République est née dans la douleur, il faut le reconnaître, en 58. Elle est née dans la douleur quand il a été proclamé en octobre 58 à Pointe-Noire. Elle est née dans la République, pourquoi? Parce que le président Opango, le vice-président Opango, était le premier ministre à l'époque. Et Youlou, je ne sais pas par quel stratagème, a pu justement appeler dans son rang un député qu'on appelait Yambo, et ils ont eu la majorité. À Pointe-Noire, les députés du MSA, le parti du président Opango, et du PPC du président Félix Chikaya, ont appliqué la politique de la chaise vide, parce qu'ils n'avaient plus la majorité. Le président du Sénat, plutôt de l'Assemblée, qui était M. Christian Gel, qui était le député du Kinkala, vous allez rire, il est un Français qui était député du Kinkala à l'époque. Un Français. Il était le président de l'Assemblée, il a dit, bon, le quorum est atteint, on vote pour les lois de la République. C'est comme ça que la République est née. Et après, il y a eu
un début de meurtre à Pointe-Noire, le président Youlou et toute son équipe ont pris la Micheline. À l'époque, c'était la Micheline. La Micheline, oui. Le train pour arriver à Brazzaville le lendemain matin. Et ils sont venus s'installer. Ils ont venu installer l'Assemblée nationale nette au lycée Savonnin de Brazza, là où il y a maintenant la faculté de droit, en face du bar Lumi Congo, si vous connaissez Bakongo. C'est là. Et c'est ce qui a provoqué les premières émeutes de 59. Les émeutes qui n'étaient pas tribales, mais politiques. Oui, nos parents disaient que c'était au Pango contre Non, non. C'était les militants. Ou les Mboshi contre les Congo. Ça, ce sont les gens qui veulent toujours extrapoler. Mais non, mais c'est l'histoire que vous nous aviez transmise. Non, ça a été transmis par des gens malhonnêtes. Vous m'avez dit tout à l'heure que je reconnais, je demande pardon pour notre génération. Oui. Il faut que je fasse preuve d'honnêteté intellectuelle. Je n'ai pas la malhonnêteté intellectuelle. Les événements de 59, ce n'étaient pas des événements entre Mboshi et Bakongo. C'était les événements entre les militants du MSA du président Opango et de l'UDDIA du président Youlou. Ah. La preuve qu'à Bakongo, par exemple, les gens qui ont eu des maisons cassées, détruites, ce sont les André Bikoumou, les autres qui étaient des grands commerçants, qui étaient à Bakongo, mais parce qu'ils étaient du parti de Jacques Opango. Ah, c'était politique. Oui, à Mongali, de Moulaye aussi en a connu, hein. On a cassé tous ces biens parce qu'il était... Il y avait un de Moulaye à Mongali. Mais c'est lui, il était du parti de Pango. Ah. Mais les gens ont voulu extrapoler. Heureusement pour nous, c'est ça justement l'avantage de la République. Nous avons eu dans notre pays deux grands hommes, le président Fulbert Youlou et le vice-président Opango, qui ont dit non, où est-ce que nous allons Fulbert, où est-ce que nous allons Jacques? Moi, je les ai vus dans une Land Rover décapotable, circuler dans les rues de Brazzaville pour prôner la paix. Heureusement. Mais parce qu'on a vu des gens qui étaient au-dessus de tout. Mais tu sais, vous savez, M. Alexis, vous voyez, par exemple, je prends le cas du président Opango. Le président Opango, à un moment donné, le président l'a mis en prison. Et après, il l'a libéré. Et il en a fait un vice-président. Vous voyez? Mais quand la révolution des 13, 14, 15 août arrive, le président Youlou est déposé, le président Opango est en mission, il rentre. On connaît l'anecdote, mais pour les téléspectateurs... non, mais non, on lui dit... Non, c'est pas l'anecdote, c'est une réalité. Ah. Non, n'allez pas là-bas, venez, on va vous mettre de côté. C'est grave, oui. Lui, il a dit, non, j'ai travaillé avec Fulbert. J'étais son vice-président. S'il a commis des erreurs, je les partage. Amenez-moi au camp du 15 août où il est. C'est là où il a rejoint le président Youlou. Mais il faut être honnête intellectuellement. Ah oui, ça, c'est pas n'importe qui peut se permettre de le faire. Hein? Donc, on avait des grands hommes. Après, ils ont sillonné tout le Congo, hein, tous les deux. Nous souhaiterions que cela continue. Par exemple, tout récemment, nous, on a eu le président Marien Ngouabi. Le président Marien Ngouabi, ça se passe là, en 69, au stade. Oui, mais parce qu'on voit sur cet article, vous avez aligné tous les présidents du Congo. On voit Fulbert Youlou, après lui c'est Alphonse Massamba Deba, puis c'est Marien Ngouabi, puis c'est Jacques Jachin Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba et encore Denis Sassou Nguesso. En tout cas, vous les avez alignés. Mais oui. Mais vous voyez par exemple le président Marien Ngouabi, ça se passe au stade de Bois en 69. Au stade de Bois. Oui, on arrête M. Bernard Kolela parce qu'il avait importé des armes. Il y a un meeting au stade de Bois. Le président de la République pose la question à la foule. Que voulez-vous? La foule crie, et tu vois, c'est comme dans la Bible. Barabbas, ils disent non. Au poteau, au poteau, au poteau. Et le président Ngouabi qui leur dit, mais si aujourd'hui on tue Kolela, qu'est-ce que ça va apporter à la révolution? Ah, silence, bouche cousue. Personne n'a parlé. Mais après, le président Marien Ngouabi l'a réhabilité, l'a amnistié, il est sorti. Hein? Voilà, on a des cas de... C'est authentique, ça. Mais c'est authentique. C'est authentique. Les historiens de chez nous savent. Mais pourquoi doivent-ils l'ignorer si moi je le dis? Non, mais le problème, c'est que vous n'avez pas transmis ces choses-là à la jeunesse. Donc, la République, la vôtre, c'était quoi? C'est là-dedans qu'on est, avant qu'on ne bascule dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Non. Ce que vous retenez, ce sont les anecdotes qu'on vous raconte à votre photo, que les Mboshi sont battus contre les Bakongo. Non. Évidemment, on n'a pas le choix, puisque vous n'aviez pas pensé à dire la vérité
Mais la vérité, c'est qu'on vous dit. Est-ce qu'on nous laisse le soin de dire la vérité? Non, vous avez accepté notre invitation pour venir nous dire la vérité. Heureusement. Ah ben oui. Heureusement. Mais il y a des gens qui veulent rester dans cet obscurantisme-là pour induire le peuple en erreur. Exact. Parce qu'il y en a qui sont arrangés par le tribalisme dans ce pays. Évidemment. Le tribalisme les arrange. Vous savez, le Congo, nous, je vous dirais... Le tribalisme en question, parlons-en, oui. Oui, moi, je vous dirais que dans ma jeunesse, je n'ai pas connu de tribalisme. Ah. J'ai été au séminaire où vraiment, c'était la famille. Hein. On avait des gars de Makwa, de tout là-bas, en Bamou, avant qu'il y ait le séminaire de Makwa. Un jour, au séminaire, j'ai eu à parler de Larry, je me rappelle. Le père directeur m'a puni, il m'a envoyé vider les étangs. Ah. Parce que je parlais Larry. Donc, vous voyez. Et puis après, quand j'arrive ici, dans le monde, comme on dit, parce qu'on sortait du séminaire, qu'on allait dans le monde, j'arrive au CSB. Mon premier ami du Nord, si vous parlez ainsi, était Makwa. Il est mort. Je peux citer son nom. Le procureur Mathieu Ombanza. Ah. C'était lui mon ami. Et après, j'ai eu des amis qu'on dit-on du Nord, je n'ai jamais connu le tribalisme. Par exemple, mon cas, je prends toujours des exemples sur moi-même. Vous savez qui m'a donné la bourse pour aller parfaire mes études? Dites-nous. Le ministre David Charles Ganano. Il n'est pas de poule. Même s'il était de l'ancien poule à l'époque, parce que Djambala dans le temps faisait partie de poule. Mais maintenant, il était des plateaux. Pierre Nzé. Ce sont les deux qui m'ont dit, Dieudonné, tu es encore jeune, il y a des bourses, postule. Puisque tu es fonctionnaire en A2, tu peux postuler, va faire tes études. Ce sont eux, c'est grâce à David Charles Ganao et à Pierre Nzé que je suis devenu ce que je suis. Mais ils n'étaient pas du poule, ces gars-là. Non. N'est-ce pas? Et puis, à l'époque, je vais vous citer un autre exemple. On avait à la direction des bourses, M. Badila. Il était dur, hein? Mais quand il octroyait les bourses, s'il y a par exemple 10 bourses, il dit attention, sur les 10 là, il y a déjà 3 du pool, ça suffit. Cherchons les autres. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est plus la même chose. Non, ça te fait Moi, plus. le tribalisme bat son plein. Bat son plein. Mais ça a battu son plein depuis qu'on a déclaré Bakongo Babami Babomi Marien. Mais des slogans pareils n'arrangent pas les gens. Non, ça peut pas, c'est pas fait pour arranger. Non. Non, aujourd'hui, on a des gars qui ont posé des actes très ni moins encore, Bangala Batou Bapamba. Bangala Batou Bapamba. De part et d'autre, on se jette des tomates pourries. Mais vous savez, quand les parents disent que Mungala Mpamoutombamba ou Nenina Mumamba, ça dit que... Mais ils oubliaient que quand on prenait le bateau, on ne pouvait faire ses besoins que dans l'eau. Que dans l'eau. Mais pendant ce temps, le gars de poule ou d'ailleurs aller dans la savane aussi, c'est dangereux. Non, il y a beaucoup de choses. Ici, aujourd'hui, par exemple, le président, revenons au président Sassou. Il n'a pas initié le président Jacques Georges Yombe Opango. Nous l'avons vécu. Et c'est une très bonne chose. Et c'est une bonne chose. Tout ce qui est positif est bien. Hein? Le président Sassou l'a fait. Le président Lissouba aussi l'a fait. Aujourd'hui, nous demandons au président de la République, pour construire notre République, qui doit être une République unie, où il n'y aura pas de division, où il n'y aura pas de gens laissés au bord de la route. Très respectueusement, comme il aime le dire lui-même. Je demande respectueusement au président de la République. Bientôt, nous allons célébrer les fêtes de fin d'année. Qu'il mette de l'eau dans son vin. Et je fais appel à son humanisme, puisqu'il se dit humaniste, d'amnistier le général Mokoko et au commissaire Salissa. Quelles que soient les fautes qu'ils aient commises, qu'ils les appellent, qu'ils les amnistient pour qu'on redémarre sur de nouvelles bases. Oui, mais le problème aussi, c'est une très bonne demande là. Ce que vous faites là, nous sommes de cœur avec vous. C'est ce que nous aimerions. Le problème, c'est qu'il y a aussi des Congolais qui ne comprennent pas les choses, qui ne voient pas l'endroit, ils voient toujours à l'envers. C'est-à-dire, une fois que le chef de l'État l'aurait fait,
eh bien, pour eux, ce serait une preuve de faiblesse, ce serait comme si on l'aurait obligé à le faire, ou encore, ils sont libérés, eh bien, nous instrumentalisons la chose, et au lieu que ça vienne apaiser, ça complique encore tout. Vous savez, M. Alexis, si on suit ces gars-là, on n'évoluera jamais. Ah, si on les suit, on n'évoluera jamais. Le président de la République... Suivant le bon sens. Le président de la République n'a-t-il pas Amitié Ntoumi, il n'en a pas fait ministre? Bien sûr. Tout le monde l'a vécu. Hein? Le président Sassou, n'a-t-il pas adopté les enfants de Kolela jusqu'à en faire des ministres? Nous en sommes témoins. La jeunesse actuelle le sait. Mais alors, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? Donc c'est possible. C'est possible pour peu que tous les Congolais comprennent qu'on n'interprète pas ça mal. Parce qu'il n'y a pas de raison que nos concitoyens... Mais vous savez, si on s'occupe de tous ces gars-là, on ne fera rien. Quand il y a une volonté, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je demande très respectueusement au président Sassou, dont j'ai été le ministre des Affaires étrangères pendant la transition. Je lui demande de faire preuve de magnanimité. Cette affaire de Mokoko et de Commissaire, ça a trop duré. C'est trop dur, c'est une épine dans les pieds. Ça va les lever, je vous dis. Normalement, nous vous soutenons dans cette demande. Alors, qu'est-ce que la République? Qu'est-elle devenue en 66 ans? Mesdames et messieurs, nous lisons ce que Dieudonné Antoine Gonga a osé, entre guillemets, écrire. C'est par délibération numéro 112-58 du 18 novembre 1958, ça nous l'ignorions hein, pour nombre d'entre nous, que l'ancien territoire du Moyen Congo, c'était le Moyen Congo à l'époque. C'était le Moyen Congo. Avant que ça devienne République du Congo. C'était le Moyen Congo dont la capitale était Pointe-Noire. La capitale était Pointe-Noire. Parce que Brazzaville n'était que la capitale de l'AF, de l'Afrique équatoriale française. Ce n'est que sous Youlou que Brazzaville est devenu la capitale du Congo. Voilà. Et donc, c'est par la délibération numéro 112-58 du 18 novembre 58 que l'ancien territoire du Moyen Congo, sous la colonisation de la France, fut érigé en État membre de la communauté créée par Charles de Gaulle et devint la République du Congo. Mais qu'est-ce que la République? 66 ans après sa fondation, qu'est devenue la République du Congo? Nous nous permettons de lire quand même un paragraphe. Vous écrivez, la République est la chose publique. Voilà. Elle est l'État. Quelle que soit sa forme de gouvernement où des représentants élus par le peuple sont responsables devant la nation. Très bien. C'est pourquoi la République, c'est de tout temps voulu vectrice de messages de liberté, de paix, de concorde et de justice. La République, c'est faire de l'individu, mesdames et messieurs, le responsable de la vie, non seulement vis-à-vis de lui-même, mais aussi de la collectivité. La République, dit Dieudonné Antoine Gonga, c'est mettre au premier plan le respect de la dignité de l'homme, rejeter le tribalisme, les néo-tribalismes, le régionalisme, le clanisme, le népotisme, et c'est bannir les imprudences de ceux qui prétendent savoir ou avoir raison. Explication Dieudonné Antoine Gonga. Mais je confirme ce que j'ai écrit. Hein. Je confirme ce que j'ai écrit. Et je voudrais vous dire aussi une chose que j'ai lue dans un journal, L'Horizon africain. Permettez-moi de lire. Le développement ne saurait se mesurer à la quantité des infrastructures construites. Il doit être le résultat de l'évolution des mentalités et du progrès des connaissances qui constituent les facteurs déterminants de notre dynamisme économique. Et rien ne va actuellement. Nous ne faisons que nous régresser. La République a célébré ses 66 ans dans une situation socio-économique très préoccupante. Les grèves, les revendications salariales, etc. Exemple, le CHU est en grève. Mais comment? Les jeunes ne sont pas utilisés, on les envoie dans Talangay, à Makelekele. À tel point que ces hôpitaux-là sont saturés. Sont saturés. Bon. Les mairies sont en grève. Les mairies sont en grève. Vous ne pouvez pas aujourd'hui chercher un document administratif à la mairie. Ils sont en grève. Excepté les pompes funèbres, n'ont pas suivi. Dieu soit loué et encore. Heureusement. Oui. Donc, tout cela nous fait réfléchir pour dire que la République, aujourd'hui, est malade. Reconnaissons-le. Allons au chevet de la République. Que devons-nous faire? Et avant de savoir que devons-nous faire, Dieudonné Antoine Gonga, il se serait bien de nous dire pourquoi la République est devenue malade, est tombée malade. Mais c'est à cause de nous. Quel est le virus qui a fait que la République soit atteinte aujourd'hui? C'est à cause de nous, les citoyens,
nous les dirigeants... Surtout de votre génération. Tant mieux, même vous... Pas de la jeunesse actuelle. Attention, même vous, si vous êtes coupable, hein, puisque... Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Vous venez toujours nous applaudir. Aujourd'hui, quand vous allez quelque part... Mais quand vous arrivez avec des t-shirts et des sacs de riz, de l'huile, non, mais c'est pas ça, vous savez. Ah, dites-nous. Ça, c'est une forme de corruption que j'appelle passive. Ah, d'accord, on vous écoute. Henri Le Pes nous disait dans les temps qu'aujourd'hui, il y a une prostitution légalisée, la polygamie. Bref, là, c'était une corruption légalisée. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes, même des hommes politiques, quand ils vont faire un discours, c'est toujours, comme l'a dit le président des deux, c'est son Nguesso, comme l'a dit le président Sassou Nguesso. Mais on encense, on flatte. Mais le président n'a pas besoin de pommade. Cette flatterie-là, c'est une flatterie. sur les ondes, c'est grave, là. C'est une flatterie. Autant de Youlou et de Massamba Deba. Massamba Deba a eu la réputation de dire franchement ce qu'il pensait au président Youlou quand il était président de l'Assemblée. Ah oui, ça c'est resté dans les annales. Non, c'est authentique. C'est authentique, vous voyez ses discours. Hein. Massamba Youlou en avait tellement marre, il a nommé ministre au gouvernement, ministre du plan. Et il a fait remplacer par Marcel Ibaliko, un homme érudit, très intelligent, qui est mort en exil à Kinshasa. Vous voyez, donc il faut dire la vérité ne signifie pas que on égratine quelqu'un quoi, c'est pour l'aider à s'élever. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Vous avez tout dit. Et bien plus la jeunesse congolaise actuelle. Parce que même Marcel Ibaliko, il y a une école, je crois, à Massengo Soproji là-bas. Nous voyons ça, école Ibaliko, mais après, ça ne nous dit rien parce qu'on ne nous a pas transmis l'histoire. Il a été un grand président de l'Assemblée. Voilà, c'est vous qui nous apprenez. Grand séminariste. Voilà. Il a porté la soutane. Après, il est sorti des autres. Il était président de l'Assemblée. Et il lui avait un faible pour tous les ex-séminaristes, que ce soit les Tembambili, Ibaliko, Ndeko Raphaël, etc. Et il y avait de quoi. C'est vrai. Donc aujourd'hui, M. Alexis, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Je vous citerai un exemple. Le moyen haïssable, je m'excuse. Quand le président Milongo, le premier ministre Milongo m'appelle pour être ministre dans son gouvernement, il me met devant le fait accompli, je n'ai jamais été consulté. J'ai dit... J'accepte, monsieur le Premier ministre, ma condition que vous travaillez de concert ensemble avec le président Sassou. Vous ne pouvez pas mener la transition sans que le président Sassou soit à ses côtés. Surtout que l'acte fondamental a reconnu au président de la République toutes ses prérogatives. C'est lui qui accrédite les ambassadeurs, il fait tout. Ah bon, oui. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, si vous ne le faites pas, vous n'atteindrez pas la fin de la transition. Et on écrira dans l'histoire, à cause de Milongo, la transition n'a pas abouti. Mais je préfère qu'on dise, grâce à Milongo, la transition a abouti. J'en ai parlé au président de la République. Et tout le monde le reconnaît. Ils ont eu à travailler en symbiose, lui, M. Nkombo et le Premier ministre Milongo, jusqu'à ce qu'on organise les élections. Ça s'appelait le CNT, si nous ne nous trompons pas. Peut-être Conseil national de transition, je ne sais pas, quelque chose comme ça, non? Non, on avait le Conseil supérieur de la République, dirigé par M. Nkombo, mais on avait le gouvernement de transition. Un jour, les politiciens, les politicards, là, ont tout fait pour que le gouvernement de Milongo tombe. Ils nous ont réduit à 8 membres du gouvernement. 8 membres. Parce que le Premier ministre Milongo a dit, donnez-moi encore 6 mois pour atteindre mon objectif. Les gens ont dit, niet. Donc, le président Milongo et le président Sassou se sont présentés aux élections. Aucun d'eux n'a été élu. C'est la première fois dans un pays africain, des candidats qui ont le pouvoir, qui organisent les élections, n'aient pas été élus. Ah oui, c'était quand même inédit. Mais donc, on a des valeurs dans notre pays. On a des valeurs. Pourquoi ne pas continuer sur ces valeurs? Malheureusement, on ne fait que basculer, sombrer, parce que nous tenons à nos privilèges. Nous tenons à nos avantages. Je vous citerai un exemple encore. Je parlerai encore de moi. Vous savez, il y a des hommes politiques ici qui sont là, qui ne veulent pas me recevoir parce que je suis un banni de la République. J'étais ministre de Semoulongo, j'étais ambassadeur de l'Issouba, donc ils ont peur de me recevoir, de me rencontrer. Mais ils tiennent à leurs privilèges. Alors que normalement, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Pourquoi on ne peut pas échanger avec eux? Donc ça dépend de nous-mêmes, c'est notre faute. Monsieur Alexis, ne sombrez pas dans cet esprit.
Voilà, donc là c'était pour dire ce qu'était la République et vous avez même déjà répondu à ce qu'elle est devenue. Je vous l'ai dit, oui. Ce qu'elle est devenue. Et nous disions, qu'est-ce qui a rendu malade la République? Pourtant c'était de bonnes intentions ici qu'on nous lisons. Hein? La République c'est enfin veiller à l'avenir de tous les Congolais. Mais oui. C'est pas merveilleux ça? Si. Mais M. Alexis, vous ne vous posez pas la question. Ah. Dans les années 67, 66, 68, mais le Congo était une ruche d'abeilles. Les gens couraient pour aller travailler parce qu'il y avait du travail un peu partout. Ah. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on se pose la question de savoir ce qu'il est advenu des entreprises d'État qu'il y a eu, l'OFNACOM, l'ONCPA, Chaconac, etc. Le CFCO qu'on a laissé tomber. Vous trouvez que c'est normal? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai suivi la radio. Joe Biden a été en Angola pour justement inaugurer ce train-là de l'Obito et autres. Mais le CFCO était une épine dorsale de notre pays. On l'a laissé tomber, on regarde comme ça. Mais non, c'est pas normal. Chez nous, je vous citerai un exemple Congo, je m'excuse, mais on dit qu'il faut toujours fructifier l'héritage qu'on vous lègue. Eh bien, évidemment. Nous, on n'a pas... Personne ne dirait le contraire. On n'a pas fructifié notre héritage. Au contraire, nous l'avions détruit. Voilà. Donc, la République, mesdames et messieurs, hein, c'est enfin veiller à l'avenir de tous les Congolais. Cet avenir, il appartient à tous de l'imaginer et de le promouvoir. Car, comme l'a dit Karel, l'avenir n'appartient qu'à ceux qui risquent tout pour un idéal. Et la sagesse, ajoutait-il, n'est pas de vivre pour ne rien faire, hein, pour s'amuser stupidement, mais c'est de vivre héroïquement. Alors vous voulez nous dire qu'entre-temps, votre génération a vécu pour s'amuser, pour ne rien faire, pour se sucrer, et finalement la République est tombée malade. Mais on a tout détruit. Ah, vous avez tout détruit, voilà. On a été quand même... on a dirigé ce pays. Pourquoi le CFCO est tombé? Pourquoi les entreprises d'État sont tombées? Mais c'est nous qui étions là. Nous, à l'école primaire, vous nous aviez sorti des salles de classe, nous avions chanté en courant de l'école Saint-Pierre jusqu'au lycée Les Trois Glorieuses là-bas. Yombi a tout volé, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé. Je crois que c'était en 77 ou bien en 79, on ne se rappelle plus. Et donc vous, visiblement, vous avez tout volé, votre génération. Non, on n'a pas tout volé, mais il ne reste plus rien dans le trésor public, Dieu de Antoine Gonga. Malheureusement, le Congo est sous perfusion. Je ne peux pas le confirmer, le Congo est sous perfusion. Sous perfusion. Le FMI veille au grain là. Mais pourquoi Et on est prêt de s'en sortir. Mais vous savez qu'il y a eu une époque, au temps de Massamba Débat, on n'était pas endetté vis-à-vis de la Banque mondiale. Non, 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 c'était la bonne vieille époque. Mais pourquoi aujourd'hui? Mais c'est trop facile. C'est votre génération, Antoine Gonga. Je demande pardon pour notre génération, mais il faut que nous nous ressaisissions. Très bien. Alors, nous étions à l'école primaire Dieudonné Antoine Gonga dans les années 70-80, et quand nous voyions ces cahiers-là avec la carte d'Afrique sur laquelle il y avait, c'était délimité République du Congo, République du Gabon, République de... Mais nous, à l'école primaire, que pouvions-nous y comprendre? On n'a jamais rien compris jusqu'à aujourd'hui. C'est vous qui nous expliquez de par cet article-là ce qu'est la République. D'où vient-il qu'il y ait des républiques, des républiques, des républiques, des républiques morcelant l'Afrique? C'est quand on a grandi qu'on a su qu'il y avait la conférence de Berlin, à l'époque, le morcellement de l'Afrique, le partage, les grandes puissances s'étaient partagées. Donc la chose. Alors, vous dites que nous étions le moyen Congo avant qu'on ne proclame cette République. Mais quelle était l'importance de la chose? Moyen Congo, ça signifiait quoi? Petit Congo, Congo des moins riches. Le moyen Congo en question, c'était quoi déjà aussi? Non, parce que vous savez qu'au départ, il y avait 3 Congos. Ah, il y avait 3 Congos. La République du Congo actuellement, le Congo belge, donc qui était très grand. C'était le Congo... Qui était une propriété du roi Léopold à l'époque. Une propriété privée du roi Léopold. Vous avez le Congo portugais, l'actuel Angola. Ah! Vous voyez? Et nous, c'était le moyen Congo, le petit Congo. Le plus petit de ces 3 Congos-là. C'est tout, c'est tout. Ah, c'est ça qui signifiait moyen Congo. Alors, Dieudonné Antoine Gonga, si on repart dans l'histoire, hein, nos ancêtres, les papas de vos papas, les papas des papas de vos papas n'ont pas vécu dans le moyen Congo. Ils vivaient dans quoi? À quoi ressemblait l'organisation de la société avant qu'on ne vienne vous imposer le moyen Congo et puis après la République? C'était déjà, ils vivaient dans quoi?
je veux un peu vous divertir. Vous savez, vous avez parlé de nos ancêtres. Oui. Mais nous, nos ancêtres étaient les Gaulois, ce qu'on appelle à l'école primaire. Bref. Déjà, on a déjà découvert que c'était... oui. On nous menait en bâton, on se moquait de nous, en fait. Vous savez, avant le moyen Congo, le Congo existait. Mais oui, c'est ça, justement. Le moyen Congo n'est que la formulation administrative du colon qui est venu prendre notre pays. Évidemment. Quand vous voyez l'histoire de notre pays, le Congo actuel où nous sommes, il faut le reconnaître, c'était le royaume d'Anzika, la terre des Bateke. Mais comment? Parce que, en ce qui concerne nous, les Congos, nous sommes venus de l'Angola. Exact, exact, exact. Nous sommes venus de l'Angola, nous sommes venus ici. Donc le Congo a toujours existé avant. Il y avait le Congo. Ce n'était pas une terra nullius. Non. C'était le Congo. Mais après, dans le cadre de l'administration, on a essayé d'appeler ça moyen Congo, etc. Comme Brazzaville s'appelait une fois. Mais maintenant, il y a plusieurs arrondissements. Évidemment. On a agrandi, on essaie de lotir tout ce qu'il faut. Non, c'est tout. Exactement. Maintenant, nous étions autrefois dans ces royaumes-là aussi, dans ces chefferies, le royaume Téké, le royaume Luango, les chefferies Mbouchi et autres. Nous nous sommes retrouvés dans le moyen Congo. Et puis, un jour, on nous dit, bon, il faut faire de ce moyen Congo une république. Et nous sommes devenus une république avec de très bonnes intentions. Mais ça n'a pas marché du tout. Parce qu'après, la classe politique est devenue une bande de pillards. Vous avez pillé, volé, tout détruit. Au point où, même aujourd'hui, le président de la République lui-même a reconnu publiquement que le ver était dans le fruit et qu'il était question, un impératif qu'on puisse l'extirper de ce fruit-là si seulement on voulait d'un Congo meilleur demain. Dieu Antoine Ngonga, vous pensez que cette affaire de République-là, on va y rester jusqu'à l'an 7000 ou bien nous avons intérêt à redevenir des royaumes et des chefferies comme nous étions autrefois? Oh, moi, M. Alexis, je ne vous suivrai pas. Je pense que nous sommes une république. Pourquoi un royaume? Justement, certains gens veulent faire du Congo un royaume. Non, c'est fini. C'est une république. Mauvais de redevenir un royaume. Mais pourtant, à travers le monde, il y a des royaumes qui prospèrent. Mais oui, mais combien de royaumes existent? Mais il y en a 2 ou 3 qui font la pluie et le beau temps. Oui, ils vont bientôt disparaître. Bientôt disparaître. Donc, l'idéal, c'est la république. La république. Pourquoi nous sommes devenus république après le moyen Congo? Pourquoi d'ailleurs? Parce que le président Charles de Gaulle nous a posé une question. Il fallait répondre par oui ou non. Oui, on connaît. Non, attention. Êtes-vous pour être membre de la communauté franco-africaine? Voilà. Ou êtes-vous pour le non pour prendre l'indépendance totale, carrément? Le seul qui ait répondu à l'époque, c'était le Sékou Touré. Sékou Touré avec le Ghana. Non, c'était le Ghana. Le Ghana, ça, c'était une colonie. Sékou Touré, c'est... la Guinée. La Guinée, voilà, merci. C'est Sékou Touré. Il dit non au général de Gaulle. Oui, nous tous, nous avons opté pour le oui. Sékou Touré a été banni par la France. Évidemment. Il a été banni par la France. Donc, le président Youlou, tenez, ça vous ne le savez pas. Le président Youlou, qui avait une grande administration pour Sékou Touré, l'a fait venir ici en visite officielle. Ah bon? En 63. La France a dit, tiens, ce gars-là a été mis en quarantaine et Youlou se permet de le faire venir, on verra. Surtout que, quand il est venu, le président Sékou Touré a proposé au président Youlou, je vous amènerai notre bauxite et vous le transformerez en aluminium avec le courant du barrage du Kouilou. Les Français ont dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Ils lui ont refusé des financements. Il a été obligé, lui, de se retourner vers l'Allemagne et les États-Unis. Vous savez, quand il a été aux États-Unis, il a offert un éléphanton qu'on appelait Jumbo au président, à l'époque, au président Kennedy. Et donc, les Français ont dit, tiens, si tu retournes vers cela, on va voir ce qu'il faut faire. C'est l'une des causes, entre-temps, c'est l'une des causes qui ont provoqué la chute du président Youlou, parce qu'il avait fait venir Sékou Touré ici. Ah, on comprend mieux maintenant. Il avait fait... Et le président Sékou Touré a dit, Fulbert Youlou, s'il veut, je l'attends en Guinée, il pourra y vivre jusqu'à la fin de ses jours. Mais il n'a pas... Malheureusement. Il a fui, il est allé en Espagne. En Espagne encore, on avait accepté de lui donner l'asile, parce que Charles de Gaulle refusait. Tu sais qu'il avait passé, vous savez qu'il avait passé la nuit au Bourget sur une banquette. Mais oui, et nous, la jeunesse, nous protestons aujourd'hui énergiquement. Mais oui. Un ancien président couché sur un banc comme ça, là, au Bourget, avec ses valises.
Non, vous savez, ça a été... Si c'est pas grave, ça. C'est très grave. Ah. Donc, Dieu-de-nous Antoine Gonga, il nous reste peut-être 5 ou 10 minutes. Oh là là, oui. On va bientôt atterrir. Nous vous disions, autant nous ne savions pas ce qu'était la République, autant vous nous aviez appris, en alignant les photos ici, que voilà la succession, ceux qui ont été présidents de la République ici, Fulbert Youlou, Alphonse Sambadeba, Marion Gwabi, Jacques-Joachim Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba. Et si nous vous invitions à venir ici, prochainement, nous parler, le thème sera l'étrange destin du président Youlou. Vous dites devant témoins, le monde entier, oui ou non vous viendrez? Mais pourquoi pas? Je viendrai dire ce que je sais. C'est quand même le premier des présidents de chez nous. C'est le premier président, il faut que vous nous disiez tout. C'est le premier président de la République. Que vous nous donniez des explications claires, nettes et précises. D'où vient-il qu'un président de chez nous se retrouve au Bourget, sur un banc, et puis posant sa tête sur une de ses valises, l'autre à ses pieds? C'est pour vous montrer... Juste à ce que le Portugal ou l'Espagne lui accordent l'exil. C'est pour vous montrer la nature de nos amis, entre guillemets, qui sont à l'Occident. Évidemment. Le président Bongo a été refusé d'être soigné en France. Voilà. Il est mort en Espagne. Il faut que ça nous fasse réfléchir. Dans une misère comme pas possible. Non, il faut que nous prenions conscience de tout cela. Très bien. Donc, l'étrange destin du président Youlou, ce sera prochainement avec vous. Nous vous appellerons parce que la jeunesse a intérêt aujourd'hui à essorer au maximum cette génération pour que nous gardions, pour que nous ayons l'histoire vraie de notre pays. Monsieur Alexis, avant de conclure, je voudrais relever quelque chose qui m'a fait mal pour les 66 ans d'anniversaire. Vous connaissez la place de la République? À côté du Centre culturel français. À côté du Centre culturel français? Oui. Le rond-point? Le rond-point, c'est la place de la République. Ah, non, mais ça, je ne savais pas. Non, elle n'a même pas été décorée. Ah, mais en fait, les 66 ans de la proclamation de la République. Aucune rue n'a été pavoisée. Et nous ne savions pas, nous autres, que la place de la République, c'était là où... C'est là la place de la République. Elle n'a pas été pavoisée. Aucune rue n'a été pavoisée. Mais nous voyons par le passé, quand il y avait des fêtes où Brazzaville se mettait... Mais comment? Pointe-Noire se mettait... Comment? Il y avait des couleurs et des lumières partout. Alors, on n'aime pas notre pays. Il y a un proverbe qui dit, toi, par qui le malheur est arrivé, qui a le mort, si tu ne respectes pas ton mort, ce n'est pas les autres qui viennent le respecter. Faites de la République, on ne décore pas la ville, on ne décore pas cette place de la République. Et qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les deux éléphants blancs qui sont là, qui ne sont jamais finis. Voici la place de la République. Non, soyons sérieux. Ah non, il faut qu'on y mette du sérieux. On espère que prochainement, pour le 67e anniversaire, des dispositions pratiques vont être prises pour qu'on puisse décorer la place de la République, pour qu'on puisse mieux encore nous expliquer les choses depuis le commencement, comme vous venez de le faire. En une heure, ce n'est pas trop possible, mais vous avez essayé de faire le maximum. Alors, Dieu-de-nous Antoine Gonga, il nous reste en tout et pour tout 5 minutes. Okay. Si on vous en donnait 3 pour que vous disiez à cette jeunesse, hein, quelle est la thérapie nécessaire? Qu'est-ce qu'il faut pour que la République du Congo redevienne vraiment une république? Que diriez-vous à la jeunesse? Je dirais à la jeunesse... Et même à votre génération aussi. Je dirais à notre génération et à toute la jeunesse, ceci. Vous savez que... C'est mon micro qui est tombé, non? Non. Je dirais ceci. J'ai noté ça exprès. Notre pays, le Congo, est un pays aux ressources naturelles immenses. Qu'avons-nous fait du fruit de leur exploitation? Il faut éviter que les dirigeants et autres cadres de notre pays cessent de privilégier leurs intérêts au détriment de l'intérêt général. À cette jeunesse, je voudrais que la maxime de Corneille soit leur modus vivendi. Aux âmes bien nées, la valeur d'un temps pour le nombre d'années. Non, vous voyez, donc, exact. Il leur appartient aussi de forger leur avenir. Ce n'est pas de nous encenser et de venir nous mettre la pommade sur les épaules. De dire, mais aidez-nous, mettez-nous dans les écoles. Hein? Aujourd'hui, par exemple, vous croyez que c'est le président Sassou qui doit descendre dans les rues pour aller nettoyer nos villes, nos rues qui sont sales? Ah non, chacun doit quand même savoir balayer. Même dans le temps, il y avait les chefs de quartier qui demandaient aux habitants de balayer toujours devant leur maison. Donc là, on attend que le président vienne dire, allez balayer sur les routes. Les routes sont sales. 66 ans de la République, partout c'est sale. Non, nous ne sommes pas sérieux. Oui, on accepte cette chute-là, sauf qu'on sait aussi qu'il y a des choses qu'on balaye, des choses qu'on ne balaye pas. Hein, s'il y a des nids de poules partout sur les voies publiques, c'est pas au peuple de balayer. Non, ça ne fait pas de la restauration de la route. Mais en attendant qu'on fasse les nids de poules, mais dans les trottoirs,
Ah oui, là au moins, le peuple, sa responsabilité est engagée. Vous savez ce qui se passe actuellement, M. Alexis, je vous invite, prenez une voiture, allez sur la route du Djoué, après le pont du Djoué, tout le long du trottoir là, les gens sont en train de construire des kiosques, des nganda, mais c'est ridicule. Non, mais l'État devrait venir empêcher ça. Vous avez trouvé le mot, il faut que l'État prenne ses responsabilités, agisse et instaure son autorité dans ce pays. Exact. Oui. Mais le Premier ministre parlait de la restauration de l'autorité de l'État, justement. Il faut y arriver. ASEM, son excellence, Anatole Koliné-Makosso, parlait de la restauration de l'État. Oui. Elle n'est pas encore effective. Hein? Je ne sais pas s'il est là, mais il faut qu'on y arrive. Hein? Ah voilà, il faut qu'on y arrive. Vous savez, il y a un autre proverbe qui dit ceci. Chez nous, comment je peux le traduire en français? Et on ne remplit jamais une daméja, une calebasse de vin de palme par les pleurs ou bien par la pitié. Il faut travailler, récolter et puis remplir cette case. Ah. Lieutenant Antoine Gonga, s'il vous était donné maintenant une minute, oui. Une ou deux, pour atterrir, que diriez-vous? Mais qu'est-ce que je dis? Je souhaite que le Congo soit une grande république, que le peuple retrouve son unité, que le pardon et la tolérance soient légion chez nous, dans notre pays. Et le dernier mot, je le dirai, je le répète, j'assume, Monsieur le Président, je requiers qu'il vous plaise d'amnistier Jean-Marie Michel Mokoko, Okombo Salissa, remettez-les à leur famille, retrouvons-nous, construisons le pays. Ce n'est pas eux qui freinent l'évolution de notre pays, c'est nous-mêmes. Enlevons nos égoïsmes. Voyons plus loin le bout du nez, c'est-à-dire qui est l'avenir du Congo. Voilà, j'ai dit. Très bien. Mesdames et messieurs, nous chutons de notre côté, en nous appuyant sur cet article. Lieutenant Antoine Gonga dit ceci: je reste convaincu que notre République, avec la prise de conscience de ses citoyens, peut retrouver sa grandeur. Make America Great Again, comme dit Donald Trump là-bas. Il a été d'ailleurs voté pour ça, là. Nous aimons ça. Je reste convaincu que notre République, avec la prise de conscience de ses citoyens, peut retrouver sa grandeur, sa dignité et son utilité, sans que l'on ne construise entre nous des murs de haine. Voilà, sans que l'on ne construise entre nous des murs de haine. On n'en a pas besoin. De tribalisme, d'exclusion et de préjugés. Comme je reste aussi convaincu que nous pouvons nous inculquer l'esprit de la République. Ah, visiblement, c'est ça qui manque. L'esprit de la République. Lequel esprit est la diffusion des valeurs. Voilà, nous vivons au cœur d'anti-valeurs de toutes sortes. La diffusion des valeurs, la promotion de chacun, la capacité à être digne en toutes circonstances, la lutte contre l'exploitation du peuple et contre la brutalité. Voilà. On aime ça. Enfin, les uns et les autres ayant seulement la très ferme volonté patriotique et politique d'y parvenir. Là où il y a de la volonté, il y a une route. Et nous aimons ça. Est-ce que nous avons cette volonté? Ah, visiblement, la jeunesse actuelle ne voit pas ça. Hein? Surtout du côté de la vieille classe politique ancienne depuis très longtemps. La génération de Dieu de Antoine Gonga. Là. That's the question. Comme disent les anglo-saxons, évidemment. Vive la République du Congo, vive notre beau et riche pays, le Congo, vive les 66 ans de notre République. Et ad multos annos, ça veut dire? Ad multos annos, oui. C'est-à-dire pour plusieurs années, pour beaucoup d'années. Ok, c'était donc avec plaisir, mesdames et messieurs, cette autopsie des 66 ans de la proclamation de la République. Hein, nous étions encore enfants, nous entendions la République du Congo. Pourquoi ça s'appelait comme ça? Nous ne savions pas. Or, c'était avant déjà le Moyen Congo, et même bien avant, on ne savait même pas Moyen Congo, on ne savait même pas République, il n'y avait que le royaume des chefferies, et aujourd'hui, Dieu de nous, Antoine Gonga, nous a ouvert les yeux sur ce qu'est, ce que devrait être, ce qu'était censé être la République et malheureusement ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et il a chuté en nous disant ce que nous devrions faire pour qu'elle redevienne vraiment République et profitant comme ça à tous. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.
capable.